Cet après-midi, à l'occasion des 70 ans qui nous séparent de sa première parution, je vous raconte l'histoire d'un livre, d'un roman, qui a permis à sa jeune autrice de se faire remarquer dans le monde entier et de se faire un nom qui n'était pas le sien, ou la véritable histoire de Bonjour Tristesse, le premier roman de Françoise Sagan. Pourquoi ce roman a-t-il fait scandale ? Qu'a-t-il d'intemporel ? Dans quel contexte Françoise Sagan l'a-t-elle écrit ? Europe 1, 15h, 16h, historiquement vôtre. le récit, Stéphane Bern. Nous sommes le 19 janvier 1954 et Françoise Coirez se lève tard ce jour-là, comme souvent d'ailleurs. Elle n'est pas vraiment du matin et a en plus passé une longue et délicieuse soirée dans quelques bars de Saint-Germain-des-Prés. Au saut du lit, un télégramme l'attend. Un télégramme qui lui donne rendez-vous le jour même à 11h au 34 de la rue de l'Université. Cette adresse, elle la connaît, elle y est allée en personne il y a une quinzaine de jours pour déposer aux éditions Julliard le manuscrit d'un roman qu'elle a écrit l'été dernier. Françoise n'a que 18 ans, elle vient de rater gentiment ses examens à la Sorbonne, mais encouragée par ses amis et quelques personnes de qualité qui ont dit le plus grand bien de son ouvrage, elle a osé le proposer à quelques maisons parisiennes, dont celle de René Julliard, connu pour avoir lancé de jeunes talents. Or, il est déjà 11h passées. C'est raté. Le téléphone familial est en dérangement et Françoise descend au café du coin pour appeler le prestigieux éditeur qui ne semble pas lui en tenir rigueur. Il est enchanté, impatient même. Le rendez-vous est pris pour 17h. L'aspirante écrivaine, tout excitée, descend un cognac afin de se remettre de ses émotions, se prépare et emprunte la voiture paternelle pour filer à travers Paris, accompagnée de ses deux meilleurs amis. Dans la voiture, goguenarde, elle lâche. Avec l'argent du livre, j'achèterai une Jaguar. Les amis rigolent. Elles la connaissent bien, savent qu'elle en serait bien capable, mais doutent que la fortune soit si colossale. Dans son bureau, René Julliard est charmé par cette frêle jeune femme. Il est conquis par son regard alerte, rieur, et sa promptitude à une répartie qui tombe toujours juste. Ensemble, ils parlent littérature, bien entendu. Stendhal, Proust, Rimbaud, Gide, Camus, tous ceux que Françoise admire. Et ils parlent aussi gros sous, car oui, son roman, Julliard veut l'éditer. La maison d'édition prévoit un premier tirage à 5000 exemplaires, c'est pas mal, 50 000 francs tout de suite et 8% sur les ventes, c'est beaucoup. Mais Françoise est encore mineure, il faut avoir 21 ans pour être majeur à l'époque, il faudra donc que son père signe le contrat pour elle. Est-il d'accord ? Demande Julliard. Il ne peut rien me refuser, répond Françoise. À la maison, les parents sont ravis pour elle. Ils n'ont pas encore lu son texte, mais cela fait des années que Françoise leur partage régulièrement quelques petits passages. D'accord pour le contrat. En revanche, le père ne veut pas être dérangé par les fâcheux. Des Coirez, il n'y en a pas beaucoup dans l'annuaire. Si ça marche, ils seront en permanence sollicités. Il faut donc un pseudonyme. Françoise saisit le premier livre venu sur la table de sa chambre, c'est Proust. Elle le feuillette au hasard et tombe sur le nom du prince de Sagan. Sagan, ça sonne bien. 2 jours plus tard, le contrat est signé chez Julliard et peu de temps après, le 15 mars 1954, il y a 70 ans, jour pour jour, naîtra officiellement au monde Françoise Sagan avec la parution de son roman Bonjour Tristesse. Si Françoise Coirez, son nom de naissance donc, s'est mise à écrire, c'est parce qu'elle a d'abord passé son temps à lire. Née en 1935, dernière de la fratrie dans une famille bourgeoise qui partage son temps entre Paris et sa maison de province dans le Lot, Françoise est une enfant et une jeune fille choyée, gâtée même, à qui les parents volontiers épicuriens ne refusent jamais rien. Peut-être moins encore depuis qu'ils ont perdu leur 3e enfant, mort en bas âge. Une tendance à l'indiscipline l'a fait valser entre différents établissements privés au cours d'une scolarité hasardeuse, mais Françoise est vive, intelligente et se passionne très tôt pour la littérature. Depuis que je lisais, j'avais envie d'écrire, confiera-t-elle plus tard. Dès l'adolescence, celle qui ne s'appelle pas encore Sagan rédige des vers avec facilité. Dans Paris, Françoise se balade en comptant les arbres, jouit de son oisiveté et passe des après-midi aux terrasses des cafés.
Après avoir obtenu son baccalauréat en 1952, elle s'inscrit en philosophie à la Sorbonne. Et son programme est bien défini. Le jour, toujours les terrasses plutôt que les bancs des amphithéâtres, et la nuit, les caves de Saint-Germain-des-Prés où le jazz fait danser la fumée des cigarettes au milieu des vapeurs d'alcool. La vie est douce, joyeuse. À l'été 53, Françoise a par conséquent raté ses examens avec brio et traîne sa chevelure blonde sur les plages landaises pendant les vacances. Elle lit pour la énième fois les Illuminations de Rimbaud et c'est peut-être là que ce qui a toujours été une manie devient une véritable envie, une ambition même, être écrivain. Elle ne se voit pas vraiment faire autre chose. Alors que son père est rappelé à Paris pour affaires, Françoise rentre avec lui. La torpeur d'une capitale vide l'accompagne, elle et son petit cahier bleu, installés sur les terrasses de café pour faire jaillir, ligne après ligne, ce qui devient donc un roman. L'histoire est celle de Cécile, jeune parisienne de 17 ans en vacances sur la Côte d'Azur avec son père Raymond, volage homme à femme avec qui elle entretient une relation tendre et fusionnelle baignée d'hédonisme. Elle ne fait rien d'autre sous le soleil que de profiter de la mer et de quelques sorties en ville. La présence d'Elsa, jeune maîtresse de Raymond, n'entache en rien la relation que personne ne peut voler au père et à la fille. Or, l'arrivée d'une nouvelle femme chamboule tout. Elle s'appelle Anne, fine et intelligente. Elle était une amie de la mère décédée il y a longtemps. Et cette femme-là, Raymond semble l'aimer. Il veut même l'épouser. Cécile, pour ne pas perdre l'équilibre de sa relation avec son père, en vient à échafauder un stratagème. Lui faire croire qu'Elsa, la maîtresse et conduite, convole avec un homme plus jeune afin de piquer sa fierté. Elle choisit pour cela Cyril, son amour d'été avec qui elle vient de découvrir les voluptés du désir. Cécile veut que son père retourne vers son ancienne conquête pour retrouver son allégresse sans belle-mère, surtout pas Anne qui la presse de réviser le rattrapage de ses examens. Le plan fonctionne, le père revient vers Elsa, Anne le découvre et quitte la maison. Mais sur la route, elle meurt au volant de sa voiture qui tombe dans les falaises. Le roman est court, l'intrigue est simple, les péripéties peu nombreuses. Ce ne sont pas tant les événements que les réactions des personnages face à ces derniers qui construisent l'histoire. La langue est presque classique, mais le style épuré, parfois elliptique, donne un rythme nouveau, résolument moderne. La narratrice décrit en quelques mots les petits riens qui mettent au jour la mécanique des sentiments, du désir à la culpabilité, avec une acuité déconcertante. Cette histoire qu'écrit Françoise n'est pas la sienne. Sa mère à elle est toujours en vie. Ses étés ne se passent pas encore sur les hauteurs de Saint-Tropez. Mais si elle ne partage pas l'existence de sa narratrice, Françoise partage en revanche sa perception des choses, souvent teintée d'une douce ironie et d'une légère mélancolie. La première phrase de son roman en témoigne. Sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède. J'hésite à apposer le nom, le beau nom grave de tristesse. En 2 mois à peine, Françoise Coiré achève son livre qu'elle intitule justement « Bonjour Tristesse » d'après des vers de Paul Éluard. Sa meilleure amie en est la première lectrice et tombe sous le charme. Puis Colette Audry, scénariste et femme de lettres, donne son avis. Elle le trouve élégant et beau, mais suggère une fin plus énigmatique, accident de voiture ou suicide. Françoise est d'accord, corrige les épreuves et tape quelques exemplaires à la machine. Le 6 janvier 1954, elle en dépose un aux éditions Julliard, un autre chez Plon, et c'est donc le premier qui répond. L'éditeur René Julliard est d'abord saisi par la force de cette apparente frivolité du sentiment, une sorte de lucidité vaguement désabusée. Surtout, quand Julliard note la date de naissance de l'auteur, au-delà d'être impressionné par la maturité littéraire, il sent aussi le coup médiatique à faire. Un écrivain si jeune, une femme qui plus est, qui évoque ouvertement une sexualité sans lendemain avec un amour d'été et prône une vie insouciante, désinvolte, ne visant que le plaisir, ce sera certainement un succès. Il prévoit donc, je vous le disais en ouverture de mon récit, 5000 exemplaires pour commencer. Mais vous allez voir que ce sera finalement beaucoup plus, car la publication va être accompagnée d'un parfum qui fait vendre, celui du scandale. Nous sommes le 15 mars, oui, mais 1954, il y a 70 ans, jour pour jour, et c'est le jour J.
Bonjour Tristesse est en bonne place chez les libraires, d'autant que l'éditeur a opportunément fait ajouter un bandeau sur la couverture « Le diable au cœur ». Une référence explicite au sulfureux roman paru 30 ans plus tôt, Le diable au corps de Raymond Radiguet. À l'époque, le très jeune âge de l'auteur fut un argument de vente. Ce le sera aussi forcément pour Françoise Sagan. Mais les premières semaines se passent doucement, puis les commandes commencent à affluer chez Julliard, qui lance alors de nouveaux tirages. À Paris comme en province, le livre se vend, commence à faire parler et va littéralement exploser quand le 25 mai, Bonjour Tristesse reçoit le prestigieux prix des critiques. Désormais, le tourbillon du succès est lancé. Globalement, beaucoup reconnaissent à Sagan un indéniable talent, une langue impeccable, juste, rythmée. Mais ce qui dérange, c'est comme l'écrit un critique du Monde, une telle indifférence au bien et au mal dans un âge si tendre. C'est aussi en substance ce que dit le grand François Mauriac. Il assure qu'une écrivaine est née, mais en bon catholique et pris de transcendance, il ne comprend pas que le roman fasse fi de la morale. Il n'y a ni Dieu, ni valeur autre que celle du plaisir et de, je le cite, dévergondage de l'adolescence féminine, plaie d'une époque où les plaies ne se comptent plus. Mauriac encense le style mais s'indigne du fond. C'est de son âge, répondra Sagan un peu plus tard, à celui qui lui a accolé le surnom qui lui est resté de charmant petit monstre. Car ce qui heurte aussi bizarrement, ce n'est pas tant que le personnage de Cécile manigance égoïstement un plan pour que son père quitte une femme qui finira par en mourir. Non, ce qui gêne, c'est que Cécile puisse dire « Le goût du plaisir, du bonheur, représente le seul côté cohérent de mon caractère. » Ou encore pire, « Idéalement, j'envisageais une vie de bassesse et de turpitude. » Cette légèreté, largement ponctuée de verres de whisky, est insoutenable pour certains dans ces puritaines années 50. L'héroïne Cécile vit sa première expérience sexuelle sans être punie par une grossesse ou un mariage forcé. Elle embrasse ses désirs et c'est tout. De son amant Cyril, elle dit à la fin du roman « Je ne l'avais jamais aimé. Je l'avais trouvé bon et attirant, j'avais aimé le plaisir qu'il me donnait, mais je n'avais pas besoin de lui. » Des critiques raillent, je cite encore, une jeunesse désabusée à laquelle le whisky est d'un grand secours pour remplir le vide de l'existence. Ou encore les méditations qui viennent plus ou moins du bas-ventre de certaines jeunes filles. Mais les jeunes gens, justement, dévorent en cachette ce roman qui, à leurs yeux, n'est pas forcément si sulfureux. Le livre s'arrache 200 000 exemplaires à la fin de l'année 1954, car il correspond peut-être tout bonnement à une époque, celle d'une émancipation tranquille des femmes, des individus, de la jeunesse. Un nouveau monde qui ne renverse pas l'ancien dans un fracas révolutionnaire, mais se pose beaucoup plus simplement, comme ayant déjà pris sa place. Bonjour Tristesse exprime ce qu'une jeune fille peut désirer, qu'il s'agisse de liberté, de corps ou de futilité. Sagan et son héroïne formulent avec pertinence et beauté ce que beaucoup doivent déjà penser, ce qui est au final l'un des buts de la littérature. Et cette héroïne, tout le monde pense que c'est Françoise Sagan elle-même, bien qu'elle s'en défende. Cécile ne peut être qu'elle, jeune femme oisive parce que bien née, qui traîne son insouciance entre les plages, villas et boîtes de nuit. D'autant que, forte du succès phénoménal, Françoise Sagan devient en quelques mois très riche. La Jaguar qu'elle se jurait d'acheter alors qu'elle se rendait chez son éditeur, eh bien c'est chose faite. Une XK 140 d'occasion dont le cuir intérieur est du plus bel effet, avec son manteau en panthère. Elle en achètera une autre, flambant neuve, quelques mois plus tard. Au volant de ces deux bolides, Françoise Sagan conduit ses amis de bars en fête dans les rues de Paris, puis ailleurs, de préférence au soleil. Généreuse, elle dépense son argent aussi vite qu'elle le gagne. Les journalistes la photographient partout et lui parlent plus millions de francs et frasques nocturnes que figures de style et allitération. À peine quelques mois après la sortie de Bonjour Tristesse à l'été 54, Sagan est embauché par le magazine Elle pour des récits de voyage. Bonjour Capri, bonjour Venise, etc. La déclinaison est facile. Alors que son roman est bientôt interdit dans les pieuses Espagnes et au Portugal, et même condamné par le pape, Julliard lance des traductions en une vingtaine de langues et Françoise Sagan est accueillie en star aux États-Unis.
Une adaptation cinématographique est signée à Hollywood pendant qu'elle profite des plages de Key West en Floride, invitée par le grand dramaturge Tennessee Williams. Sagan, que les journalistes qualifient volontiers de triste en référence à son livre et à sa mine boudeuse devant les objectifs, est en réalité une jouisseuse qui aime s'amuser et rencontrer de beaux esprits, tout simplement. Un jour, alors en villégiature, son éditeur l'a pris par télégramme de revenir à Paris pour une entrevue avec le magazine américain Life. Elle répond laconique mais précise « Suis en vacances, inutile de gagner de l'argent si impossible de le dépenser ». Dans une villa de Saint-Tropez, entourée de ses amis, entre plage et dîner, à l'heure de la sieste ou la nuit, Françoise Sagan écrit aussi, car elle ne veut pas rester sur un succès et prépare déjà la suite. 2 années ont passé depuis l'apparition plus que remarquée de Bonjour Tristesse, et au mois de mars 1956 paraît le 2e opus, Un certain sourire. Dès la première phrase, le style et l'ambiance Sagan résonnent. Nous avions passé l'après-midi dans un café de la rue Saint-Jacques, un après-midi de printemps comme les autres. Je m'ennuyais un peu, modestement. On a quitté la Méditerranée pour le quartier latin de la capitale, mais il est encore question de vie facile et de trio amoureux impossible, ponctué de whisky et de cigarettes. Et à nouveau, ces courtes phrases qui en quelques mots disent avec justesse les hésitations et les ressentis. Les ventes atteindront bien vite plus de 500 000 exemplaires et les recettes lui permettront cette fois d'acheter une rutilante Aston Martin. Sagan continue sa vie de plaisir, écrit des chansons pour ses amis de Saint-Germain-des-Prés, voyage, célèbre ses 21 ans à Saint-Tropez, trop heureuse de pouvoir, maintenant qu'elle est majeure, traîner aux tables des casinos. Une passion qui l'accompagnera toute sa vie, quand bien même elle finira par en être un temps interdite, à sa demande, comme il est de coutume. Au printemps 1957, un grave accident au volant de son bolide lui fait frôler la mort. Encore de quoi nourrir les journaux, alors que pour supporter la douleur en convalescence, elle prend du Palfium 875, puissant morphinique qui ne tarde pas à la rendre accro et inaugure de tumultueuses et longues histoires d'addiction. Alcool, argent, vitesse, drogue, frasques et mondanités. Voilà en quoi va tenir aux yeux de certains les presque 50 prochaines années. À en oublier qu'à coups de romans, nouvelles et pièces de théâtre, Françoise Sagan produit quasiment une œuvre par an. Sur les planches, le triomphe n'est lui pas toujours au rendez-vous, moins que pour les livres en tout cas. La première pièce, Château en Suède, est un indéniable succès en 1960. La suivante, Les violons parfois, est un four complet. À propos de cet échec, Françoise Sagan raconte « 3 mois d'efforts, d'agitation, de cavalcade, de réflexion, de travail, en fait, réduit en 1 heure et demie de représentation. Il y a là quelque chose d'héroïque, de fou, d'injuste, de romanesque, bref, quelque chose qui fait que, quoi qu'il arrive, pas plus que je ne saurais renoncer au casino, je ne saurais renoncer, je le crois, au théâtre. » Cette phrase en dit long sur une façon d'envisager son travail, comme une impossibilité de faire autre chose, faire fi de l'échec au profit de la sensation d'être vivante par la création et l'aventure littéraire. Écrire est la seule vérification que j'ai de moi-même, dira-t-elle. Les romans s'enchaînent, ils trouvent en général leur public, même si l'on n'atteint plus les tirages de Bonjour Tristesse. D'aucuns en viennent à moquer le sempiternel recommencement du marivaudage entre riches oisifs. Quand on lui demandait lors d'une interview pourquoi elle ne racontait que la vie de bourgeois sans trop de soucis matériels, elle répondait que pour elle, ce sont les personnages et l'histoire qui comptent. Elle les pose dans le décor qu'elle connaît. Il serait ridicule de s'essayer à tisser une histoire dans un monde paysan auquel elle ne connaît rien, tout simplement. Mais les critiques se lassent parfois des cœurs sensibles imbibés d'alcool. Ce qui dès le début a été décrit comme sa petite musique, cette sorte de gravité légère, tend parfois à fatiguer. Certains la disent paresseuse, trop contents de trouver en l'alcool et la drogue les raisons de ce qu'ils jugent être une stagnation. Mariée 2 fois, prestement divorcée, amoureuse souvent, beaucoup peinent à imaginer Françoise Sagan s'occuper de son fils Denis, né en 1962 de sa relation avec le mannequin américain Bob Westhoff. Ce qu'elle fait pourtant bien. Sa vie paraît instable, elle déménage sans cesse à travers Paris et ne sera jamais propriétaire que d'une seule demeure en Normandie, achetée sur un coup de tête après avoir raflé la mise au casino de Deauville.
Elle vit au rythme qui lui plaît, souvent tard, à hanter les boîtes de nuit où elle fume et bavarde, plus qu'elle ne danse. D'aucuns la jugent plus inconséquente encore que ses personnages, et les quelques engagements politiques qui jalonnent sa carrière sont volontiers estompés. En 1960, elle signait pourtant le manifeste 121 pour le droit à l'insoumission en Algérie. Elle ne manquera pas de le rappeler à ceux qui l'oublieront. 11 ans plus tard, elle signe celui dit des 343 pour l'autorisation de l'avortement. Elle affiche ses accointances politiques, d'abord pour De Gaulle, puis pour François Mitterrand. Malgré tout, la presse préfère souvent la voir en seul oiseau de nuit, écrivaine du futile à une époque où les intellectuels n'ont de cesse de s'engager dans un monde où la politique est en permanence discutée et brandie. Au-delà de la publication régulière de ses romans, les journalistes aiment aussi relater les affaires de drogue, avérées ou non, ses séjours en maison de repos, puis bientôt ses démêlés avec le fisc ou la justice. Petit à petit, les intimes qui l'ont toujours entouré disparaissent. Son frère Jacques, puis Peggy Roche, qui fut sa compagne et son soutien pendant plus de 15 ans. La santé, bien entendu, décline. Lors d'un entretien en 1991, au moment de la sortie du roman Les Faux Fuyants, on lui demande si elle avait écrit le livre qu'elle voulait. « Non, répond-elle, le prochain peut-être, j'espère. Ce qui fait qu'il va y avoir des malheureux qui vont devoir supporter ma prose jusqu'à la fin. » Toujours ironique. La fin approche pourtant. Bonjour tristesse. Dans les années 90, Françoise Sagan est fatiguée et ruinée. Les conflits avec son second éditeur Flammarion l'ont usée. Elle est repassée chez Julliard, puis Gallimard. Elle fut prise dans moult petits scandales, une affaire de plagiat, d'autres de drogue, à coups de brigades mondaines qui débarquent dans son appartement, dégorgeant de cocaïne. Les droits d'auteur ne suffisent pas à payer les dettes. Ses soucis avec le fisc la minent. Elle est privée de chéquier et surtout un peu esseulée, elle qui a toute sa vie été entourée d'une joyeuse compagnie. Auprès de sa dernière compagne, Ingrid Meshulam, elle vit avenue Foch dans un appartement qu'elle quittera de moins en moins. Son dernier roman, Le Miroir égaré, paraît en 1996. Françoise Sagan n'est plus une écrivaine, elle qui n'a toujours fait que ça. Elle est une icône. Peut-être la plus célèbre des femmes de lettres françaises, et accepte encore un peu de recevoir les journalistes pour toujours répondre aux mêmes questions, revenir sans cesse sur son succès fulgurant des années 50 et la légende qui s'est ensuite écrite. Parce que fondamentalement douce et gentille, elle ne s'est jamais vraiment offusquée, qu'on lui ressasse les mêmes rengaines, qu'elle résume parfaitement elle-même. Depuis le début, j'ai toujours été suivi d'un bruit de glaçons dans les verres, de tôles froissées, de machines à écrire qui vibrent de temps en temps. C'est inéluctable, mais ça n'est pas gênant. Et lorsqu'en 1998, on lui demande d'écrire elle-même sa notice pour un dictionnaire des écrivains français contemporains, elle propose sa propre épitaphe, sans oublier de mentionner le livre qui l'a fait naître. Sagan, Françoise, fit son apparition en 1954 avec un mince roman, Bonjour Tristesse, qui fut un scandale mondial. Sa disparition après une vie et une œuvre également agréables et bâclées ne fut un scandale que pour elle-même. Mais à sa mort, il y a presque 20 ans, en septembre 2004, cet ironique paragraphe n'est pourtant pas gravé sur la pierre tombale. Seulement son nom, le vrai, Françoise Coirez, auquel a été ajouté Sagan forcément, celui qui l'a rendue écrivaine et célèbre. Europe 1, historiquement vôtre. Merci Philippe Besson d'être toujours avec nous sur Europe 1. Merci Stéphane. Philippe Besson, vous signez la préface de la réédition de Bonjour Tristesse, publiée chez Julliard, 70 ans après sa première publication. Vous y écrivez que le roman de Françoise Sagan est de ceux qui restent. Qu'est-ce qu'il y a d'intemporel pour vous dans ce livre ? Alors d'abord, c'est un roman joyeux et terrible. Vous l'avez très bien dit, Bonjour Tristesse. C'est un texte qui est à la fois solaire et tragique. Et je pense que ce hiatus, cette ambivalence, fait que son succès perdure et qu'on s'y intéresse toujours. C'est surtout aussi un texte qui raconte la libération sexuelle des femmes, puisqu'elle raconte qu'elles couchent sans aimer. Alors, ce qui fait scandale à l'époque, ce qui ferait pas scandale aujourd'hui. Mais pour autant, cette question de la liberté des femmes, de la liberté de disposer de leur corps, d'assumer leur désir, c'est quelque chose qui est résolument moderne, qui fait que ça a traversé les époques et qu'on lit encore ce livre aujourd'hui.
Et puis je pense que l'une des raisons aussi qui explique sa durée, son intemporalité, c'est cette question que j'évoquais tout à l'heure avec vous, celle de la liberté. C'est-à-dire que la liberté est au cœur de ce récit. Et est-ce que ça consiste, au fond, la liberté, à faire tout ce qu'on veut ? Est-ce que ça consiste à, par exemple, aussi mal penser, à mal agir parfois ? Et ça, c'est des thématiques actuelles, c'est des questionnements qui sont fondamentaux. Donc, 70 ans plus tard, on continue de se poser ces questions. Philippe Besson, vous dites idolâtrer Françoise Sagan. Qu'est-ce qui vous fascine chez elle ? Ce que j'aime d'abord, c'est son bonheur de vivre. Elle a l'hédonisme, au fond, pour boussole. Elle a le bon plaisir comme principe de vie. Ça, évidemment, ça m'enchante absolument. La liberté est son seul guide. Bon, j'aime aussi son dédain pour les normes, pour les codes bourgeois. Elle fait exploser la morale bourgeoise notamment. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui me séduit. Vous le disiez très bien dans votre récit, c'est aussi un être très généreux, qui avait le culte de l'amitié. Elle a dépensé tout l'argent qu'elle a gagné. Elle avait autour d'elle des proches qui la suivaient. Elle a acheté une maison sur un coup de dés gagné au casino. Bon. Et donc ça aussi, c'est quelque chose de tout à fait formidable. Elle a le mépris du danger aussi. C'est quelqu'un qui a flirté avec la mort. Vous racontiez l'accident en 57 au volant de l'Aston Martin. Elle a un côté James Dean. C'est le James Dean de la littérature quand même, Françoise Sagan. Donc ça aussi, c'est plaisant. C'est un touche-à-tout. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, à la fois, a fait du roman, une vingtaine de romans, elle a fait des nouvelles, elle a fait des pièces de théâtre, elle a fait des chansons, vous le disiez, elle a écrit notamment pour Juliette Gréco, pour Mouloudji, pour Dalida, elle a même écrit pour Johnny Hallyday. Bon. Donc ça, cette façon d'aller picorer un peu partout, d'être comme un oiseau sur la branche, ça me parle, ça dit quelque chose. Et en même temps, c'est accompagné, oui, du regret de ne pas être un grand écrivain, de pas avoir écrit le grand livre, d'une certaine manière. Ça aussi, je peux peut-être l'avoir à partage avec elle, mais c'est cette idée que on court toujours après le livre qu'il faudrait écrire et qu'on n'écrira jamais. Peut-être qu'au fond, son grand livre, c'était Bonjour Tristesse, et c'est terrible que ça soit le premier. Bon. Et puis elle a la liberté sexuelle et la bisexualité sans ostentation, sans revendication. C'est quelqu'un qui va des femmes aux hommes, et elle en fait pas un militantisme. Donc ça aussi, ça fait qu'elle me fascine et qu'elle me plaît beaucoup. Et dans quelle mesure son œuvre vous a-t-elle inspiré en tant qu'écrivain ? C'est quand même quelqu'un, fondamentalement, Françoise Sagan, qui écrit sur le désir, sur la séduction, sur les liens qui se nouent et qui se dénouent, sur la mer, sur les bords de mer. Alors, si on cherche ça aussi dans mes textes, on les trouvera facilement, parce que c'est au cœur de ce que moi j'écris. Donc, c'est parce que je m'inspire aussi de ça, d'elle, de ces influences. Elles me traversent depuis ma première lecture. C'est quelqu'un aussi qui écrit, voilà, sur, comment dirais-je, sur le presque rien, sur la frivolité, sur l'ineffable. Et c'est très très dur d'écrire sur le presque rien, parce qu'au fond, c'est beaucoup plus simple d'avoir des énigmes à tiroir, de faire des livres avec 25 personnages, 92 rebondissements, etc. Elle, c'est toujours très sur un fil, c'est comme un funambule, Françoise. Donc elle doit tenir jusqu'au bout, elle doit faire la traversée avec presque rien en essayant de ne pas tomber. Et puis, elle manipule la phrase très sèche, très lapidaire. Voilà, elle est dans la sobriété, dans la fluidité. C'est aussi l'idée que, voilà, ça va à contre-courant il faudrait faire quelque chose de très ampoulé, de très bourgeois, etc. Pas du tout. Elle va à la nudité. Ça me plaît beaucoup. Et puis voilà, cet éloge à l'insouciance, à l'oisiveté, à la paresse qu'elle fait au soleil au bord de mer, c'est ce que j'essaie de faire moi. Enfin, dans mon dernier roman en particulier, c'est ce que j'ai cherché à faire. Donc, elle m'inspire au quotidien, vraiment. Philippe Besson, vos livres paraissent aux éditions Julliard, l'éditeur de Françoise Sagan. Je peux pas imaginer que ce soit un hasard. Non, c'est pas un hasard, effectivement. Oui, parce qu'en fait, moi, quand j'ai écrit mon premier texte, c'était à la fin de 99, début 2000. Voilà, une fois qu'il a été terminé, je me suis dit, je vais envoyer ça à des éditeurs par la poste, comme on le faisait à l'époque, parce que c'est très old-fashioned, mais c'était comme ça. Puis moi, je connaissais personne, c'était pas mon monde. Donc, j'ai envoyé ça. Et l'un des éditeurs auxquels j'ai envoyé effectivement mon livre, c'est Julliard. Et la raison, c'est parce que c'était l'éditeur de Françoise Sagan. Et puis, j'ai eu la chance que 3 éditeurs, finalement, acceptent de publier ce manuscrit, et j'ai choisi Julliard parce que c'est la maison de Françoise Sagan, parce que je me suis dit, d'abord, mon livre va paraître sous la même couverture, la fameuse, à l'époque, c'était la couverture blanche avec le liseré vert, etc. Donc, c'était voilà, cette espèce de parenté, ça me plaisait beaucoup, puis je me suis dit, je vais être dans le même catalogue qu'elle, et voilà, c'est une bonne compagnie, Françoise Sagan, donc je suis resté fidèle à Julliard, elle l'est restée aussi très longtemps. Dans Bonjour Tristesse, Françoise Sagan explore la noirceur de l'âme humaine, ce sont vos mots. Comment vous expliquez qu'une jeune femme de 18 ans puisse faire preuve d'une telle acuité intellectuelle ?
D'abord parce qu'au fond, elle était très en avance sur son âge, Françoise Sagan. Elle a été une adulte dès l'adolescence. Ce qui est curieux parce que ça va de pair avec pour autant une sorte d'insouciance et d'irresponsabilité. Mais il faut savoir que dès l'âge de 12 ans, elle lit beaucoup. Vous le disiez d'ailleurs très bien. Elle a lu Proust, elle a lu Gide, Camus, Rimbaud, Musset. Elle a lu Faulkner. Elle a lu Shakespeare. Donc, la noirceur de l'âme humaine, elle l'a explorée dans les livres. Elle a compris dans les livres comment on pouvait raconter ça. Par ailleurs, c'est quelqu'un qui, même si elle disait qu'elle ressemblait pas beaucoup à Cécile, on voit quand même qu'il y a des points communs entre elle et son personnage. Et singulièrement, par exemple, ce goût de la transgression. C'est quelqu'un qui a 13 ans, fume des cigarettes, boit du whisky avec ses copines. C'est aussi quelqu'un qui sait très bien travestir la vérité, parce que quand elle est virée de son collège ou de son lycée, elle le dit pas à ses parents, elle choure la lettre qui est arrivée chez ses parents, et pendant 3 mois, elle vagabonde dans Paris sans rien dire, et donc elle ment à tout le monde avec un aplomb formidable. Donc elle n'a pas de problème avec la transgression d'une certaine manière, ni avec l'indiscipline, parce qu'elle est renvoyée aussi à plusieurs reprises d'école. On sait que par exemple, elle sera renvoyée du couvent des oiseaux parce que elle reprend cette phrase de Prévert, vous savez, notre Père qui êtes aux cieux, restez-y. Ça, au couvent des oiseaux, ça n'a pas vraiment plu. Et puis, elle avait un rapport avec son père, comme Cécile dans le livre, très, très privilégié. C'était un père quand même très, très laxiste et très irresponsable aussi. Donc, c'était des êtres un peu curieux. Par exemple, quand elle va voir son père avec tout l'argent qu'elle a gagné avec Bonjour Tristesse, elle lui dit « Papa, qu'est-ce que je dois faire de cet argent ?» Et un père normal vous dirait ma fille achète une maison ou je sais pas, ou mets-le à la banque, et il lui dit dépense tout tout de suite. Ce qu'elle va faire d'ailleurs avec une discipline formidable. Donc elle est en avance. C'est déjà quelqu'un qui est très très adulte dans sa vie, dans sa tête, et donc elle a pas de mal à décrypter l'âme humaine. Philippe Besson, dans votre dernier roman, Un soir d'été, vous racontez votre première lecture de Bonjour Tristesse. C'était à l'été 85. Votre professeur de lettres vous avait conseillé cet ouvrage, le décrivant comme charmant et léger. Quelle impression vous a laissé en fait cette première lecture ? Alors c'est vrai que j'ai acheté le livre cet été-là, 85. J'étais en vacances dans l'île de Ré. Je suis rentré dans ces choses qui sont des maisons de la presse, bar PMU, loto, carte postale, tout ça. Bon, il y avait des livres qui étaient là, et parmi ces livres, il y avait effectivement Bonjour Tristesse. Et je me suis souvenu des mots effectivement de ma professeure de français qui m'avait dit vous devriez le lire en ajoutant oui, c'est charmant, c'est léger. Tu parles. Alors, c'est vrai que sur le moment, au début, quand je le lis, je trouve ça effectivement charmant, léger, ce marivaudage, le bord de mer, la corniche, le soleil, ces personnages qui sont un peu inconsistants, irresponsables et immatures, bon, tout ça va très bien. Sauf que on se rend compte que l'atmosphère devient très très vite étouffante, et moi je comprends à ce moment-là que le livre est d'abord un précis de cruauté, de férocité. C'est quand même une jeune fille qui décide de se débarrasser de la marâtre, de se débarrasser de son adversaire, de son ennemi, qui est personnifié par Anne, celle que son père veut épouser, que Raymond son père veut épouser. Et donc, elle déploie des trésors de férocité. Elle est ingénieuse dans la cruauté, quand même, c'est assez remarquable. Et puis surtout, on comprend très vite que le drame va survenir. C'est-à-dire qu'il y a une épée de Damoclès au-dessus de ces personnages, que la tragédie va forcément advenir. Et donc là, tout d'un coup, c'est autre chose. Et donc, c'est pas seulement un livre charmant et léger, c'est comme une tragédie grecque. Et c'est pour ça que ça m'a laissé une impression très forte. Je m'étais dit, elle m'a pas tout raconté, ma prof de français, quand même. Hein. Et puis, il y a comme un jeu de miroir, parce qu'en 1985, vous avez 18 ans, l'âge qu'avait Françoise Sagan lorsqu'est paru Bonjour Tristesse. Quelles étaient alors vos ambitions littéraires ? Elles étaient censurées, mes ambitions, à ce moment-là, parce que moi, il se trouve que j'étais le fils de l'instituteur, le fils d'un hussard noir de la République, qui m'expliquait mon fils, il faut prendre l'ascenseur social en faisant des études, en faisant des grandes écoles, etc. Et moi, j'ai été un enfant très obéissant et un élève très discipliné. Donc cet été 85-là, je sors de prépa HEC, je me prépare à aller faire une grande école et je vais rentrer dans la vie active après et je vais faire tout comme on m'a dit. Donc la littérature, ça peut pas exister pour moi parce que c'est un truc de saltimbanque. Ça me titille, j'écris des petits textes, j'écris des nouvelles, j'écris aussi des chansons en essayant d'imiter Goldman, dont je suis fan à l'époque, mais ça va pas plus loin que ça, parce que je m'interdis, donc je suis dans cette forme d'autocensure, et ce n'est que 10 ans plus tard que je m'autoriserai enfin à écrire. Depuis cette première lecture, vous relisez fréquemment Bonjour Tristesse. La première fois, c'était il y a près de 40 ans. À mesure que vous évoluez, est-ce que votre lecture de ce livre évolue-t-elle également avec vous ?
Alors oui, je pense que d'abord je suis moins évidemment choqué que je n'ai pu l'être ou surpris que je n'ai pu l'être évidemment au tout début. La notion de scandale s'est évidemment effacée, mais surtout ce que j'ai compris avec le temps, et peut-être en devenant moi-même écrivain après, c'est que ça n'est pas juste un mince roman, comme elle le raconte, et un petit livre. Il y a une vraie ambition littéraire, c'est un vrai projet littéraire. C'est ça que j'ai compris, et que ça s'inscrit surtout dans l'histoire littéraire française. Parce que, d'abord, ça fait écho au Diable au corps, et c'est pas un hasard si le malin René Julliard, comme vous le disiez, avait mis le Diable au cœur comme bandeau sur le livre, le Diable au corps donc de Radiguet. C'est écrit lui aussi par un jeune homme qui a pas 20 ans et qui va sur les thèmes de l'adolescence, de la trahison, des doutes amoureux, du sexe, de la provocation. Donc c'est vraiment le miroir du Diable au corps, qui est quand même une œuvre aussi majeure. Mais en revanche, c'est le miroir inversé des Liaisons dangereuses qu'elle a écrit quand même. C'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est qu'au fond, de Laclos, c'est qu'on y voit évidemment les mêmes jeux cruels, on y voit le même triangle amoureux, le donjuanisme, les rivalités, les manipulations et à la fin, l'amère victoire, parce que c'est quand même une victoire très amère qu'elle remporte. Sauf que dans Bonjour Tristesse, au fond, c'est Cécile de Volanges qui l'emporte sur Madame de Merteuil. C'est ça le truc, c'est qu'elle offre une revanche à Cécile de Volanges sur la marquise de Merteuil. D'ailleurs, l'héroïne s'appelle Cécile et c'est pas un hasard. Donc c'est un livre qu'il faut inscrire dans le panthéon de la littérature française et c'est ça que j'ai fini par comprendre avec le temps. C'est pas juste un mince roman. Et c'est vrai qu'en 54, quand le livre paraît, ce qui fait scandale, c'est qu'une jeune femme puisse coucher avec un homme pour le plaisir, sans être punie. Alors que selon Sagan, le vrai scandale, c'est, je la cite, qu'un personnage puisse amener par inconscience, par égoïsme, quelqu'un à se tuer. 70 ans après la publication, qu'est-ce qui frappe aujourd'hui les lecteurs qui découvrent ce livre ? C'est ça plutôt ? Je pense que c'est absolument ça, vous avez raison. C'est-à-dire que évidemment, on est beaucoup moins choqué aujourd'hui qu'une jeune fille de 18 ans ait des expériences sexuelles. Qu'elle couche sans aimer, c'est devenu presque la règle. Donc le roman, il est aujourd'hui plus jugé licencieux ou sulfureux comme il l'a été à l'époque. En revanche, oui, c'est sa cruauté qui continue de frapper et on se rend compte à quel point Sagan est un être délicieux mais absolument machiavélique et que sa cruauté, elle la déploie sans beaucoup d'état d'âme. Et donc au fond, c'est ça le hiatus entre le côté solaire et la noirceur qui reste, parce qu'encore une fois, elle pousse quelqu'un au suicide. Son héroïne, Cécile, pousse quelqu'un au suicide. Ça, je pense quand même que ça continue de frapper et il n'y a pas tellement d'exemples dans la littérature équivalents. Dans la préface, vous parlez de l'amour selon Sagan. Quelle perception en a-t-elle ? Alors, ce qui est drôle, en tout cas, avec Sagan, c'est qu'au moins, elle éreinte la conception très traditionnelle du couple. C'est tous les clichés qui entourent le sentiment amoureux, elle les fait exploser. Parce que, évidemment, normalement, l'amour, c'est supposé être très noble, très aveuglant, très désintéressé. Chez elle, pas du tout. Alors, pas du tout. L'amour, chez elle, c'est calculateur, c'est machiavélique, c'est pensé. Surtout, elle ne croit pas du tout, à la passion éternelle. Vous savez, il y a cette phrase magnifique dans Bonjour Tristesse où elle dit « Moi, ce qui me plaît, c'est les rendez-vous sans lendemain, c'est les baisers et les lassitudes. » C'est quand même magnifique, les baisers et les lassitudes. Et au fond, ça, elle va se l'appliquer dans sa vie quand même. Parce que, vous l'évoquiez, elle a été quand même une grande séductrice, qui a multiplié les aventures, qui a multiplié les conquêtes, qui s'est quand même lassée aussi très très rapidement, qui s'est mariée 2 fois pour divorcer 2 fois très 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 vite. Et je m'arrête 2 secondes sur son deuxième mariage, c'est quand même extraordinaire son deuxième mariage, parce que elle est à ce moment-là en couple avec une femme, Sagan, qui s'appelle Paola, et elle rencontre un couple d'hommes qui est composé par Bob Westhoff et un type qui s'appelle Charles, et elle se dit, on va épouser chacun l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, Paola va épouser Charles et elle épouse Bob Westhoff, qui est donc officiellement, qui est un certain officier américain, mannequin, qui est donc un tout petit peu homosexuel, et donc avec qui elle va avoir quand même un enfant, mais dont elle va divorcer au bout d'1 an, même pas 1 an. C'est-à-dire qu'elle l'épouse et elle divorce de lui dans la même année. Ça vous donne quand même son idée de la conception de l'amour. Et elle est restée quand même 5 ou 6 ans après avec lui, c'est resté son meilleur ami. Et quand on lui disait, mais quand même, pourquoi vous êtes resté avec Bob ? Parce que vous étiez marié avec lui, vous avez divorcé. Cette phrase magnifique, elle dit « Je préfère les hommes célibataires ». Pour terminer, Philippe Besseau, que diriez-vous à une personne qui n'a jamais lu Bonjour Tristesse pour l'en convaincre ? Je crois que je dirais d'abord peut-être méfiez-vous de la douceur, parce qu'elle est souvent le masque du drame, mais je dirais aussi vous ne savez pas le bonheur qui vous attend.
Merci beaucoup Philippe Besson de nous Merci avoir à vous. accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de Bonjour Tristesse, le premier roman de Françoise Sagan. Je rappelle qu'une nouvelle édition dont vous signez la préface est parue en début d'année chez Julliard, tout comme votre dernier livre, Un soir d'été. Merci. Merci beaucoup. Historiquement vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.